Plaisir d'accueillir et de questionner Monsieur Thierry Lahaye, un chercheur au CNRS de l'Institut d'optique de Paris-Saclay. Cela s'inscrit dans le cadre du projet DIMSIRTech qui met en avant l'actualité de la recherche sur les technologies quantiques. Tout d'abord, comment en arrive-t-on à faire de la recherche sur des ordinateurs quantiques? Alors, donc je vais retracer rapidement mon parcours. Donc, moi, j'ai toujours été passionné par les sciences et par la physique. Et donc, quand j'étais au lycée, je savais que je voulais a priori faire de la recherche en physique. Ça me plaisait beaucoup. Et donc ensuite, c'est au fur et à mesure, au cours de mes études, que petit à petit, je me suis spécialisé en physique atomique et en physique quantique. Donc en fait, c'est après mes classes préparatoires, lorsque je suis rentré à l'école normale supérieure à Paris, on avait des cours, par exemple, mon premier cours de mécanique quantique était fait par Serge Haroche, donc, eu le prix Nobel en 2012, donc bien après. Et puis donc il y avait pas beaucoup d'enseignants qui faisaient leurs recherches en physique quantique, en particulier au laboratoire Kastler-Brossel. Donc forcément, c'est un peu aussi par attirance par ce domaine, petit à petit, au moment de choisir d'abord des stages, par exemple en maîtrise, puis après choisir une thèse, etc., que je me suis orienté vers la mécanique quantique. Et pourquoi je pense que c'est quand même surtout aussi parce que ce que je fais, c'est de la physique expérimentale. Et ce qui me plaît, c'est que ça fait appel vraiment à une grande palette de choses en physique. C'est-à-dire que, certes, ma recherche, c'est de la physique quantique, mais pour faire cette recherche expérimentale, en fait, il faut être un petit peu touche à tout. C'est-à-dire que on peut faire de l'optique, de l'électronique, beaucoup de choses qui sont absolument pas de la physique quantique, mais avec comme but final de faire de la physique quantique et d'étudier des objets quantiques individuels. Donc voilà, c'est pas quelque chose où je me suis dit tout petit, je voulais absolument faire de la physique quantique, mais ça s'est fait progressivement et c'est pas que pour la physique quantique elle-même, c'est plus parce que ça fait appel à un grand spectre de disciplines finalement. D'accord. Est-ce que vous pourriez expliquer simplement ce qu'est un ordinateur quantique et les différences qu'il y a par rapport à un ordinateur classique? Alors, donc, ce qu'on appelle un ordinateur quantique, donc la première chose à bien savoir, c'est que pour l'instant, à proprement parler, un ordinateur quantique, ça n'existe pas. C'est un objet un petit peu théorique qu'on peut concevoir, on peut imaginer que ça existe. C'est compatible en principe avec les lois de la physique telles qu'on les connaît, mais c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à réaliser expérimentalement. Et donc en fait, ça fait de nombreuses années que les physiciens essayent de construire petit à petit les briques élémentaires qui permettront à terme peut-être de faire un ordinateur quantique, mais c'est quelque chose de très compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué? Un ordinateur quantique, pareillement, de la même manière qu'un ordinateur classique, c'est quelque chose c'est une machine qui va servir à traiter de l'information. Donc un ordinateur classique qu'on utilise tous les jours, au final c'est une machine très complexe qui permet de prendre de l'information en entrée et de la traiter pour avoir une information en sortie. Donc dans un ordinateur classique, cette information, elle est encodée sous la forme de ce qu'on appelle des bits classiques, donc essentiellement c'est une suite de chiffres 0 ou 1, et on a une certaine information en entrée, on va programmer cette machine pour qu'en sortie, on ait une autre série de chiffres binaires qui nous permet de répondre à une question qu'on juge intéressante. Essentiellement, tout ce qu'on fait avec les ordinateurs, ça se ramène à ça. Donc lorsqu'on fait ça avec une machine, un ordinateur classique, la manière dont on résout ces problèmes, à la fin, ça revient à changer l'état de ces chiffres binaires en fonction
des états d'autres chiffres binaires. Donc en fait, on fait ça avec des transistors et on va dire si tel bit vaut 1 et tel autre bit vaut 1, à ce moment-là, on va avoir un bit de sortie qui vaut 0, etc. Et en empilant un très grand nombre de choses comme ça, on va pouvoir à la fin faire un calcul, afficher une vidéo, faire des tas de choses. Un ordinateur quantique, l'idée c'est de faire la même chose, c'est-à-dire d'avoir de l'information en entrée et en sortie d'avoir traité cette information pour répondre à un problème intéressant. Là où c'est différent d'un ordinateur quantique, c'est la manière dont on va traiter cette information. Un ordinateur quantique, l'idée ça va être d'essayer d'utiliser pour cette machine, qui est une machine physique, donc sur un ordinateur classique c'est des circuits électriques finalement, ça va être d'utiliser les lois de la mécanique quantique dans un ordinateur quantique pour faire ce traitement de l'information. Et ça, pourquoi c'est intéressant d'utiliser les lois de la mécanique quantique, c'est qu'elles sont différentes de celles de la physique classique qu'on a dans un ordinateur, qui sont des courants électriques qui passent ou qui ne passent pas. En mécanique quantique, un des principes de base de la mécanique quantique, c'est ce qu'on appelle le principe de superposition, c'est-à-dire qu'un objet quantique, s'il peut être dans un état A, s'il peut être dans un état B, on peut aussi le mettre dans un état qui est une superposition cohérente de cet état A et B. Et donc toute l'idée de l'informatique quantique, c'est que pour certains problèmes, on peut prendre l'information correspondant à différents types de problèmes ou différentes possibilités qu'on veut traiter. Au lieu de les traiter les unes après les autres, on va pouvoir en fait les traiter entre guillemets tout en même temps en utilisant ce théorème de superposition. Et en fait, ça revient à construire un très gros interféromètre qui fait interférer ce qu'on appelle en mécanique quantique des amplitudes de probabilité. Et en fait, l'art de programmer ce type d'ordinateur quantique, c'est de trouver une bonne manière pour faire que toutes ces amplitudes de probabilité interfèrent de manière constructive. Lorsqu'on va faire une mesure en mécanique quantique, en fait, on va trouver un seul résultat, même si on a une superposition. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je prépare A superposé à B. Lorsque je vais le mesurer, je vais trouver soit A, soit B. Et donc, avec un ordinateur quantique, c'est pareil. À la fin, on va faire une mesure et on va avoir un seul résultat. Mais si on s'est bien débrouillé, ce résultat peut répondre à notre problème. Et en fait, donc, dans les cas où c'est intéressant, on va en fait pouvoir traiter des quantités de données bien plus grandes que ce qu'on peut faire avec un ordinateur classique. Donc ça, c'est ce qui motive les gens à faire un ordinateur quantique. Et pourquoi ça n'existe pas encore à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, savoir manipuler de manière très précise ces objets quantiques et ces superpositions d'états quantiques, en fait, c'est compliqué. Parce que si on veut faire, c'est un petit peu comme quand on construit une machine, quelle qu'elle soit, il y a toujours on est obligé de faire des compromis. On va vouloir optimiser une chose, mais en même temps, du coup, une autre chose va être moins bonne. Un ordinateur quantique, c'est un peu ça, on veut deux choses très différentes. On voudrait que ce système il soit extrêmement bien isolé, pour qu'on puisse créer ces superpositions d'états et qu'elles restent ce qu'on appelle cohérentes. D'accord, comme en optique, quand on fait un interféromètre, je ne sais pas si au cours de vos études vous avez utilisé un interféromètre en optique, vous savez que si c'est le cas, vous savez que obtenir des interférences en optique, c'est pas si simple, il faut pas avoir de vibrations, etc. Là c'est un peu la même chose, on veut que notre système il soit cohérent, donc il faut qu'il soit le mieux isolé possible de l'environnement. Mais en même temps, c'est une machine sur laquelle on veut pouvoir effectuer des actions. Et donc si on a quelque chose qui est parfaitement isolé, ça on sait faire, mais on ne sait pas faire des actions dessus. Donc on ne va pas savoir le programmer, on ne va pas savoir travailler dessus. Et inversement, si on prend quelque chose qu'on peut très facilement manipuler, par définition, il n'est pas bien isolé de l'environnement. Et donc en fait, dans l'analogie d'un interféromètre, ça va vibrer et ça va en fait empêcher ces phénomènes d'interférence. On appelle ça un phénomène de décohérence, et donc ça c'est le grand ennemi de l'ordinateur quantique.
Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, ces ordinateurs quantiques, ils n'existent pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de progrès qui sont faits depuis déjà de nombreuses années et à l'heure actuelle. Et les gens arrivent à construire des tout petits ordinateurs, mais qui sont de moins en moins petits. Donc on arrive à faire maintenant des petits ordinateurs quantiques avec quelques dizaines de ce qu'on appelle des qubits, c'est-à-dire l'équivalent quantique du bit classique. D'accord. Donc est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus précisément le système que vous avez développé en explicitant la théorie physique mise en œuvre? Pourquoi vous réalisez une excitation de Rydberg et comment vous avez optimisé votre système? Alors donc le système donc peut-être avant de rentrer exactement dans mon système, il faut dire qu'il y a plein de systèmes différents qui permettent en principe de réaliser ce type d'ordinateur quantique, et il y a des systèmes par exemple qui utilisent des ions piégés, des systèmes qui utilisent des circuits électroniques mais supraconducteurs, donc qui sont à très basse température et qui se comportent de manière quantique. Et moi le système que j'utilise, c'est des atomes, donc des atomes de rubidium, qui sont piégés dans des pinces optiques, c'est-à-dire des faisceaux laser très focalisés. C'est des atomes qui sont refroidis par laser, donc tout ça se passe dans une chambre à vide, avec un très bon vide, etc. Et en fait, depuis à peu près une vingtaine d'années, ces expériences qui avaient été faites au départ dans le groupe de Philippe Grangier à l'Institut d'optique, on sait venir piéger dans ces pinces optiques, dans ces pièges, un atome et un seul. C'est-à-dire qu'on peut venir avoir un atome et observer ça avec une caméra et voir qu'on a un atome et un seul dans notre piège. Donc ça, l'idée, c'est d'aller utiliser cet atome comme qubit, c'est-à-dire comme bit quantique, pour aller encoder un bit d'information à l'intérieur de cet atome. On va choisir deux niveaux internes, deux niveaux d'énergie de l'atome. Si l'atome se trouve dans l'état du bas, par exemple, on va dire ça encode le chiffre 0. S'il se trouve dans l'état du haut, ça encode le chiffre 1. Et comme ça se comporte de manière quantique, on peut par exemple, en utilisant des micro-ondes ou des choses comme ça, venir faire une superposition cohérente de 0 et de 1. C'est-à-dire que je prépare mon atome à la moitié-moitié, entre guillemets, dans l'état fondamental et dans le premier état excité. Donc ça, c'est la brique de base, c'est un qubit. Et ce qu'on a réussi à faire au cours des dernières années, en fait, c'est d'étendre ces techniques de piégeage d'atomes individuels à un grand nombre de répliques. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant de venir créer par exemple une matrice carrée de 10 pièges par 10 pièges, donc on se retrouve avec une centaine de pièges, et de venir piéger des atomes individuels dans chacun de ces pièges. Donc du coup ça veut dire qu'on a une assemblée de 100 qubits. Est-ce que ça veut dire qu'on a un ordinateur quantique à 100 qubits pour autant? Ben non, parce qu'en fait, pour pouvoir utiliser toute la puissance d'un ordinateur quantique, ce qu'il faut être capable, c'est de venir faire des opérations quantiques à 2 qubits, c'est-à-dire prendre par exemple un atome ici et changer l'état d'un atome voisin en fonction de l'état de l'atome voisin, d'un atome de contrôle. Et donc pour faire ça, il faut que ces atomes ils interagissent entre eux. Donc nous, comme nos atomes, on les piège à quelques micromètres de distance les uns des autres, parce qu'on fait ça avec de l'optique, donc on ne peut pas focaliser nos faisceaux laser à mieux que la limite de diffraction, donc typiquement 1 micromètre. On a des atomes qui sont séparés de quelques micromètres, typiquement 5 ou 10 micromètres. Vous faites de la chimie, donc vous savez que deux atomes, dans leur état fondamental, s'ils sont séparés de 10 micromètres, l'énergie d'interaction, elle est infinitésimale. Et donc si on fait rien de spécial, ces atomes ils ne vont pas interagir et ils ne savent pas qu'il y a un atome à côté. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va, à l'aide de faisceaux laser, exciter notre atome dans un état qu'on appelle état de Rydberg, donc c'est rien de très particulier, c'est juste des états très excités de notre atome de rubidium, qui sont très proches de l'énergie d'ionisation. Ça veut dire qu'en fait, l'électron, dans une image classique, au lieu de tourner très près du noyau, en fait, il est sur une orbite très très elliptique et puis il va très loin du noyau. Et quand je dis très loin, c'est vraiment très loin, c'est-à-dire qu'on va exciter cet atome vers un nombre quantique principal de l'ordre d'une cinquantaine par exemple. Ce qui veut dire que en fait, il se balade essentiellement 2500 fois plus loin que la taille d'un atome. Donc maintenant, ça veut dire que notre atome de Rydberg, il y a
un noyau positif, un électron qui est très loin, ça fait un dipôle électrique. Et donc, un dipôle électrique qui est vraiment très grand à l'échelle atomique. Et donc maintenant, si je mets un deuxième atome de Rydberg à côté, ces deux dipôles électriques, ils interagissent par une interaction de type dipôle-dipôle électrique. Et c'est ça qu'on peut utiliser pour venir ce qu'on appelle intriquer les atomes, c'est-à-dire faire que l'état de l'un dépende de l'état de l'autre. Et c'est une des briques nécessaires pour créer un ordinateur quantique. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. D'accord. Quand on pense à la mécanique quantique, en général, on pense à beaucoup de théories et des calculs compliqués. Donc on se demande comment on peut réaliser des expériences dans ce domaine, comme vous venez de nous l'expliquer. Est-ce que vous pourriez nous décrire comment vous avez réalisé les vôtres? Alors, donc cette question, c'est intéressant parce que ça, je pense que ça pointe finalement quelque part un échec de l'enseignement. Parce que mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai connu aussi, c'est-à-dire que lorsque j'ai étudié la mécanique quantique au début, etc., c'est vrai que ça paraît très abstrait, et voilà, et on fait des calculs. Et en fait, c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi que lorsqu'on fait des expériences en mécanique quantique, donc ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est qu'une expérience de mécanique quantique, c'est comme une expérience, c'est comme n'importe quelle expérience de physique ou de chimie. À la fin, il y a beaucoup de choses autour qui permettent de venir étudier le phénomène qui nous intéresse. Et ça, on revient un peu sur ce que je disais au départ, c'est-à-dire que quand on fait des expériences de mécanique quantique, on passe beaucoup de temps à faire de l'électronique, de l'électricité, de l'électromagnétisme et un petit peu de temps à faire de la mécanique quantique. Mais donc, il faut quand même être conscient que par exemple la mécanique quantique, lorsqu'elle a été découverte ou inventée au début du XXe siècle, c'est parce que des gens avaient fait des expériences et qu'on n'arrivait pas à expliquer les résultats de ces expériences avec la physique classique. D'accord ? Donc, même si l'enseignement de la mécanique quantique est parfois un petit peu abstrait, il ne faut pas oublier que oui, tout ça c'est de la physique, donc c'est expérimental à la base. Et donc nos expériences, finalement, quelle est la démarche lorsqu'on part du principe d'un ordinateur quantique? On dit la brique de base, par exemple, ça va être un qubit. Donc c'est ce qu'on appelle en mécanique quantique un système à deux niveaux. C'est partie des premières choses qu'on apprend en mécanique quantique, hein, parce que c'est assez simple. Il suffit mathématiquement de diagonaliser une matrice de 2, et puis essentiellement on a fait le tour de ça. Lorsqu'on veut faire une expérience avec un tel système à deux niveaux, en fait, ce qui est compliqué déjà, c'est de commencer à faire le système à deux niveaux. Parce qu'un système à deux niveaux, dans la vraie vie, ça n'existe pas. C'est une approximation d'un vrai système. Nous, on utilise des atomes, il y a un nombre infini de niveaux d'énergie. Donc, la première chose à faire, c'est de réussir à trouver les bonnes conditions expérimentales pour qu'on puisse, dans une très très bonne approximation, dire voilà, tout se passe comme si c'était un système à deux niveaux. Et puis, ça veut dire trouver ça de manière quantitative, c'est-à-dire être capable de dire je vais négliger le fait qu'il y ait d'autres niveaux, etc. Mais ça va me conduire à des erreurs qui valent tant de pourcents si je fais telle expérience, etc. Donc on revient à des aspects calculs qui sont aussi couplés avec de l'expérience, etc. Mais donc, le quotidien d'un expérimentateur en physique quantique, finalement, il est, et c'est ça qui me plaît moi dans ce que je fais, c'est qu'en fait, ce que je disais, c'est très varié, c'est-à-dire qu'il y a des aspects technologiques, donc qui peuvent être je dirais de la technologie expérimentale d'assez bas niveau, c'est-à-dire des choses qu'on va faire nous, entre guillemets, en amateur. Je peux très bien passer une matinée dans un atelier à fraiser de l'aluminium parce que j'ai besoin d'une pièce pour ma manip et que la manip n'attend pas, donc j'ai envie de faire ça, je le fais. Mais je peux très bien dans la même journée essayer d'analyser des données qui résultent d'expériences, et pour ça, en fait, ça va être un petit peu théorique. Je vais me mettre devant mon ordinateur, diagonaliser des matrices, résoudre des équations différentielles. Et ça, c'est le quotidien d'un chercheur ou d'un doctorant ou d'un post-doctorant qui fait de la physique quantique expérimentale. Donc il y a vraiment un spectre très large, et voilà. Et fort heureusement, ça ne se limite pas à juste
de la théorie, même si j'ai un grand respect pour les théoriciens, mais il y a vraiment un aspect très concret, pratiquement de travail manuel, il y a ça aussi, mais pas que. Heureusement. Et donc on se demandait si des systèmes comparables aux vôtres sont déjà utilisés dans l'industrie ou dans des grandes sociétés, et quelles perspectives vous entrevoyez pour l'avenir? Donc ça c'est aussi une bonne question en fait, parce que pendant longtemps ce type de recherche, pendant longtemps jusqu'à il y a quelques années, vraiment ce type de recherche était considéré comme extrêmement fondamental et entre guillemets assez déconnecté des réalités économiques et des choses comme ça. Et en fait cette vision commence à changer pas mal. Donc il y a par exemple des programmes de financement européens de la recherche qui essayent de développer ce qu'on appelle les technologies quantiques. Donc, l'ordinateur quantique c'est une partie, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres applications comme la cryptographie quantique, il y a ce qu'on appelle le domaine des capteurs quantiques, utiliser des phénomènes quantiques pour aller faire des mesures plus précises, ce qui peut avoir des applications même en médecine par exemple, ou des choses comme ça. Donc il y a une prise de conscience du fait que cette recherche qui était très très fondamentale commence à avoir un impact économique et dans la société. Et donc si on regarde plus les aspects ordinateurs quantiques, comme je l'ai dit, on est très loin d'avoir un vrai ordinateur quantique universel qui résolve des problèmes de manière infiniment meilleure que les ordinateurs classiques qu'on a à l'heure actuelle. Mais en fait, c'est vraiment en train de se produire en ce moment. On commence à être à un moment où, par exemple, le nombre de qubits qu'on sait manipuler, etc., devient suffisamment important pour que, pour certaines applications, on puisse envisager d'utiliser des machines qui ne sont pas encore des vrais ordinateurs quantiques, mais qui sont des petites machines quantiques pour faire certaines tâches très spécifiques, mais de manière plus efficace que ce qu'on ferait avec un ordinateur. Et donc ça donne naissance à, par exemple, pas mal de startups qui se créent en ce moment, etc. Donc en fait, il se trouve que je suis cofondateur d'une startup qui a juste quelques mois, donc on est juste vraiment en train de démarrer, où l'idée c'est d'essayer de développer ce qu'on développait jusqu'à présent au laboratoire de manière un petit peu artisanale, de développer ça de manière un petit peu plus industrielle, entre guillemets, c'est-à-dire avec beaucoup d'aspects d'ingénierie, voire des ingénieurs électroniciens, informaticiens qui font du vrai développement industriel, mais pour faire le même type d'expérience, l'espoir étant d'avoir un meilleur degré de contrôle, une meilleure fiabilité et de faire que du coup ça soit plus facilement utilisable par des gens qui pourraient l'utiliser, par exemple le programmer à distance, c'est-à-dire y avoir accès via internet par exemple. Donc ça existe déjà, il y a par exemple IBM par exemple, il y a IBM Q, ça s'appelle, c'est une sous-branche d'IBM qui met à disposition un tout petit ordinateur quantique de quelques qubits qui est en accès libre et qu'on peut programmer pour, entre guillemets, s'amuser à apprendre à faire de la programmation quantique. Et donc notre startup qui s'appelle Pascal, l'idée c'est d'essayer de faire la même chose, mais avec notre plateforme à nous, qui est ces atomes de Rydberg piégés dans ces pinces optiques. Voilà, donc c'est de la recherche très fondamentale, mais qui commence à essaimer en dehors des laboratoires. Et donc, comment je vois l'avenir de ça, je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais je pense quand même qu'il y aura vraiment beaucoup de développements qui vont venir du fait que ça sorte des laboratoires. Alors, je ne suis pas en train de dire que dans 5 ans on aura un ordinateur quantique, mais je pense que le fait que, par exemple, l'industrie s'intéresse fortement à ça, ça va permettre d'avoir des moyens de conception, de choses comme ça qui sont quand même hors de portée de la recherche académique. Et en retour, ça va permettre aussi de donner, d'améliorer aussi ce qui se fait dans les laboratoires, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier de ces développements technologiques pour en fait se concentrer sur des choses nouvelles, un petit peu plus exploratoires, que les industriels ne peuvent pas se permettre de faire, mais que la recherche académique peut se permettre de faire.
Et donc il n'y a pas du tout une concurrence entre les deux, c'est plus une émulation. Et donc je suis certain qu'il y aura des progrès assez fulgurants dans les années qui viennent. Après, jusqu'où ça ira, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.